La cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Qui se cache Sous cette cloche. Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Mais elle est géniale en fait. Moi je vais vraiment vous convaincre dans cette vidéo que c'est une excellente chose, c'est une des meilleures choses qui soit arrivée à la spiritualité, au christianisme, aux religions abrahamiques, à la croyance en quelque chose de transcendant depuis peut-être 50 ans ou 100 ans, en tout cas dans l'histoire de France récente. C'est une excellente chose, enfin quand vous êtes scientifique comme moi, c'est très intéressant d'avoir une boîte de pétri et de pouvoir analyser un certain microcosme déliquescent, qui a pourri, on voit vraiment les moisissures, le botrytisme, et c'est pas de la pourriture noble comme dans le vin, non, non. Là, on a quelque chose qui est vraiment un peu comme quand vous laissez des cellules souches dans une boîte de pétri. Elles vont partir en vrille. Si c'est des cellules totipotentes, vous aurez un bout de cheveux, un bout de muscle, ça va devenir une vraie abomination. Et bien entendu, encore une fois, quand vous êtes biologiste, ou là, en l'occurrence, c'est plutôt de la sociologie, une matinée de psychiatrie et de psychologie qu'il aurait fallu déployer, et qu'on va déployer ensemble, mais ça vous donne vraiment une découverte scientifique, un objet d'intérêt. Vous savez, Bourdieu, par exemple, avait écrit un ouvrage, Homo Academicus, dans lequel il étudiait tous les petits tics, tous les trucs bizarres du monde académique qui sont pas du tout rationnels, qui sont pas rigoureux, et on pourrait s'attendre bien sûr à ce qu'un environnement comme le monde académique fût rigoureux, mais en fait il ne l'est pas à beaucoup d'égards, et c'est ce que Bourdieu avait parfaitement compris. Il avait pris comme ça sa loupe, et il avait observé ce microcosme, et il en avait tiré Homo Academicus. Aujourd'hui on a Homo Vocus à étudier. Et cette espèce de petit microcosme très parisien qui est entouré de ces suppléants de province qui rêveraient faire partie de lui et qui passent plusieurs décennies de leur vie à pouvoir ou à rêver se faire accepter. Ce microcosme fonctionne d'ailleurs comme ça, il est protégé par toute une cavalerie légère de wannabes qui rêveraient vraiment de l'intégrer et bien sûr qu'ils méprisent comme tous les wannabes. On a pu voir ça avec la cérémonie d'ouverture des JO. Alors, les Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin, catholique, français, la devise olympique issue de la devise d'un dominicain, comme l'a rappelé l'excellent frère Paul Adrien. Je vous recommande vraiment d'aller voir sa vidéo sur le sujet qu'il a faite à chaud pendant qu'il était bénévole en Arménie, justement pour protéger les chrétiens persécutés là-bas. Oui, le christianisme reste la religion la plus persécutée au monde, mais on va fermer cette parenthèse. Les JO, c'est censé être universel, c'est censé être la beauté transcendante, les valeurs qui peuvent toucher aussi bien l'enfance que le troisième âge et qui peuvent toucher tous les continents, puisque les 5 anneaux olympiques représentent, selon Pierre de Coubertin, les 5 continents. Et là, on a en fait un petit bout d'un des 5 anneaux, l'Europe, et ce petit bout, c'est la France, et on est allé dans le sens contraire du discours exceptionnel de Dominique de Villepin, qui avait donné tant de soft power à la France. Et c'est un vieux pays, la France, d'un vieux continent, l'Europe, où là, la France s'étendait, la France était en train de rayonner. Et bien là, non, c'est le contraire. En fait, c'est un petit bout, c'est un bout d'un anneau qui vous dit « vous êtes dégueu ». Vous comprenez pas. Nous, on a fait un truc qui est esthétiquement supérieur parce qu'on est plus cultivé que vous, on est plus intelligent que vous, on est évangéliste, en fait, du bien et du beau. Et vous pouvez pas forcément comprendre, mais le monde sera du coup divisé en 2 catégories. Ceux qui comprennent tout de suite et ceux qui comprennent pas, qui sont, selon les dires de Libé, la fachosphère. Et Libé, c'est vraiment marrant parce que vous avez maintenant le maître étalon de la presse poubelle avec ce journal, c'est prodigieux. Et donc ça vous a donné, non, cette cérémonie était merveilleuse, mais si elle vous a déplu, vous êtes Orban ou Poutine, c'est littéralement ce qu'ils ont mis, ou elle emmerde l'extrême droite, c'est merveilleux. Or, cette cérémonie n'a pas du tout emmerdé que l'extrême droite, en fait. Elle a indigné les chrétiens partout dans le monde, de l'Asie jusqu'à l'Amérique du Sud, en passant par les États-Unis, ou même Madame Iacarino, qui n'est pas, donc elle est la patronne de X, qui n'est pas réputée être une ultra droitardée, a fait part de son inquiétude, même en fait, du fait qu'elle était choquée. Vous avez des juifs qui ont été choqués, qui ont dit « je ne crois pas en Jésus-Christ, mais je suis choqué qu'on les met représentés et caricaturés de cette façon dans une cérémonie publique ». Parce que d'ores et déjà, on peut tout de suite retirer cet argument, ce sophisme qui a été lancé de ci, de là. Soit vous êtes Charlie, soit vous ne l'êtes pas, mais Charlie n'est pas un journal public. Enfin,
C'est un journal satirique qui n'engage que lui. Là, c'est l'argent public des Français. Dans une cérémonie des Jeux Olympiques, dans le cas de la France, elle ne l'organise à peu près que tous les 100 ans, évidemment. Donc, c'est quelque chose qui est censé parler à tout le monde. La priorité n'est pas cette espèce de délire narcissique. Comment je vais faire de ça quelque chose qui me concerne? Non, dans les Jeux Olympiques, on doit prendre l'esprit Petit Prince. Le Petit Prince, l'œuvre la plus lue en français dans le monde. C'est ça qu'on doit prendre. Ça touche aussi bien les enfants que les adultes, que le troisième âge. Tout le monde peut s'identifier, tout le monde peut comprendre. C'est une contribution décisive de la culture française au monde. C'est ça qu'on doit mettre en avant. Pas l'espèce de sous-sécrétion déliquescente d'un microcosme qui se regarde le nombril. Pour pas parler d'un autre orifice, parce que vraiment, cette espèce de gauche pipi caca, qui est ridicule, qui ne se parle qu'à elle-même, et qui fait tout pour essayer de se parer d'attributs républicains ou d'attributs publics, d'attributs municipaux dans le cas de la mairie de Paris, pour justifier sa connerie, le fait que c'est juste en fait une espèce de sous-culture 68 ardo attardé. Ça ne représente rien, et ça ne représente certainement pas ce que la France est censée apporter au monde au XXIe siècle, ce qui est une réflexion sérieuse. Non, ce sont simplement des parasites qui ont essayé finalement de s'emparer, de pirater la République, de pirater la France, et en l'occurrence de pirater les JO à leur avantage, pour essayer de sacraliser, de glorifier leur sous-sécrétion débile, qui ont tout à fait leur place dans Charlie Hebdo. Il suffit de voir comment la presse italienne avait traité Charlie Hebdo quand il s'était moqué des victimes du tremblement de terre de l'Aquila. Oui, cette presse pipi caca, elle a sa place. Elle existe, la France lui reconnaît un droit d'exister. Mais la France, en aucun cas, ne lui reconnaît un rôle de phare de la République. En aucun cas, la République française, le peuple français, ne reconnaît à cette espèce de gauche pipi caca attardée un rôle vraiment d'illumination républicaine. Et les JO, était là, au contraire, pour montrer la grande culture française au monde et donner un élan à l'influence française dans le monde, comme De Villepin avait donné un élan à l'influence française dans le monde dans son discours aux Nations Unies. C'est ce genre de choses qu'on attend des JO, de la transcendance, de la beauté, de l'élégance, de la simplicité, de la pureté. Et encore une fois, on a eu des sécrétions pipi-caca d'attardés qui n'ont pas passé leur phase anale. Et évidemment, c'est affligeant, mais quand on est scientifique et qu'on se détache, on observe cette boîte de pétri avec un poil, avec un bout de cœur, avec un bout de muscle, cette espèce d'abomination rampante avec par-ci un fibroblaste et par-là une fibre musculaire qui essaie tant bien que mal de se contracter. Et puis on voit ça, mais on ne cherche pas à s'y identifier. Il faut bien comprendre qu'un scientifique qui observe des cellules souches totipotentes qui sont parties en sucette dans une boîte de pétri, il ne s'identifie pas à ça. Je ne m'identifie pas à cette cérémonie d'ouverture qui a donc choqué le monde entier, mais qui surtout a tenté vraiment de se justifier jusqu'au bout. Et c'est là, toujours, quand on analyse la boîte de pétri, qu'on peut continuer à observer des choses très intéressantes. D'abord, je vous en avais parlé dans la vidéo sur Joe Biden, vraiment cette idée, cette attitude, je pisse dans ta poche, mais je te dis qu'il pleut. Parce que, évidemment, pendant 48 heures, ils ont essayé de dire que ce n'était pas une représentation de la scène, le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, lequel Léonard, bien sûr, est mort et enterré en France, parce que François Ier avait reconnu, à l'époque où on savait encore reconnaître le beau, le bien, le transcendant, son talent, et lui avait donc confié le Clos Lucé, dans lequel il a pu faire les dernières œuvres de sa vie, et peut-être participer au plan de Chambord. Ah, Chambord aussi. J'espère que c'est une beauté qui, a priori, transcende tout le monde et qui aurait peut-être pu être mise en avant, puisqu'elle n'est pas si loin de Paris. Pour un Chinois, vous savez, la distance entre Chambord et Paris, c'est comparable à la banlieue lointaine de Shanghai et le centre. Peut-être que c'est ça qu'on aurait dû utiliser, mais bon, après tout, je dois être un vieux réac pour avoir ce genre d'idée saugrenue, puisque de toute évidence, en tout cas, c'est ce que nous dit la presse de ce microcosme déliquescent, eh bien, cette cérémonie a été un succès grandiloquent. Alors, réellement, vraiment, si on essaie de voir les choses pour ce qu'elles sont. Ils ont tenté de dire que ce n'était pas la scène. C'était, soi-disant, le festin des dieux, qui lui-même est une représentation de la scène, là aussi, comme l'a rappelé le frère Paul Adrien, mais c'est pas seulement ça, c'est que, en fait, c'est con, parce que France TV l'a écrit, et la DJ qui était au centre de cette mise en scène
entre France Télévisions qui parle de mise en scène, CE accent grave, et cette DJ qui montre bien le parallèle entre, bien sûr, le chef-d'œuvre de Léonard et cette espèce de saloperie, eh bien, on a eu plein, en fait, de publications officielles qui ont bien sûr dit que c'était la scène. Et puis après, c'est pareil, le roi est nu. N'importe quel abruti à l'international pouvait voir que c'était la scène. Donc, mais il y a eu une tentative de rétropédalage. D'une part, vous avez le comité olympique qui a enlevé la vidéo. Donc ce n'est plus sur sa chaîne YouTube, soi-disant à cause de copyright. D'accord, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant alors? Pourquoi vous ne l'avez pas fait pour les autres JO? Qu'est-ce qui fait que ce copyright est si particulier? Et puis copyright, attendez, ça a été payé avec de l'argent public, c'est le trésor public, donc c'est dans le domaine public. Donc il n'y a pas de copyright, ça appartient aux Français. Donc c'est certainement pas à vous de l'enlever puisque c'est nous qui payons. Bon, déjà que quand on paye l'orchestre, normalement on choisit la musique, que là, on l'a pas tellement choisi, mais au-delà de ça, ça appartient à la France, mes cocos. De quoi vous l'enlevez comme ça? Non, la réalité, c'est qu'ils en ont absolument honte parce que ça a généré un shitstorm mondial et que, contrairement à ce qui a été dit, ce n'est pas que la Russie et la Hongrie qui se sont indignés, mais la totalité des BRICS. Vous avez même un boxeur brésilien qui a dit qu'il fallait boycotter ces jeux. Vous avez un fabricant de planches de surf qui avait été interdit d'exposer parce qu'il avait mis le Christ Rédempteur, vous savez, cette magnifique sculpture en stéatite à Rio de Janeiro. Mais il a mis ça, mon Dieu, c'est un symbole religieux. Bon, donc il avait été interdit, voilà. La décadence totale. Donc vous avez eu une première tentative de dire non, c'était pas la scène, rien à voir, c'était le festin des dieux ou autre. Et puis alors, cette tentative a été bien sûr soulignée par les wannabes. Donc vous pouvez trouver des gens de l'école du Louvre, des petits instituteurs, des professeurs. Heureusement, tous les instituteurs ne sont pas débiles à ce point, mais vous en trouverez quelques-uns parce qu'ils ont au fond d'eux ce désir subconscient. Ils aimeraient faire partie, ils aimeraient être validés par ce microcosme. Si un jour on pouvait leur remettre les palmes académiques, si un jour ce microcosme pouvait vraiment faire choir sur eux quelques formes de reconnaissance, ils seraient complètement enthousiasmés, ils en rêvent peut-être la nuit. Alors ce sont les premiers à défendre ça. Exactement comme en 2014, vous aviez eu sur la place Vendôme, la plus belle place de Paris, un plug anal. Et bien là, déjà à l'époque, on a dit non, c'est pas un plug anal, c'est un sapin de Noël. Heureusement, les fact-checkers n'étaient pas encore aussi présents, aussi parasitiques dans la société de l'époque. Donc, ils n'étaient pas venus à l'époque dire fact-check, c'est un sapin de Noël, puisque l'auteur l'a dit. On a eu la même chose pour cette mise en scène absolument horrible, où vous avez le metteur en scène, le scénographe qui a dit « Mais non, c'était pas la scène. » Oui, il n'y a pas de bol, en fait, tous les autres le disent, y compris la DJ qui est au centre, y compris France Culture. Donc, bon, mais les fact-checkers vont dire « Ah, il a dit que c'était pas la scène, donc il a raison. » Oui, ce serait aussi intelligent que de dire le plug anal de la place Vendôme, c'était un sapin de Noël. Arbre de Noël, oui, si l'auteur l'a dit, l'auteur peut pas mentir, cet art ne ment pas. De toute façon, la beauté ne ment pas, cet art est beau, donc il ne ment pas, tout est logique. Donc il y a vraiment une tentative de faire du damage control. D'abord, comme d'habitude, de traiter de fascistes tous les gens qui n'adhéraient pas à cette saloperie. Ensuite, de la retirer, mais de dire que c'était à cause de copyright, alors que ce sont les Français qui ont payé tout ça. Et puis, dernièrement, de dire, non, c'était pas la scène, c'était le festin des dieux. Mais encore une fois, tout ça, c'était faux. On en a toutes les preuves aujourd'hui. Mais comme d'hab, ce sont des fact-checkers ou des supplétifs du système, ces pauvres wannabes, qui sont, j'insiste, méprisés par ce système-là. Il est mépris. Vous imaginez bien que le petit instituteur qui se croit de gauche parce qu'il reprend ses conneries, alors qu'il fut un temps, la gauche, c'était l'égalité homme-femme, c'était la défense des salaires, c'était la lutte des classes, c'était toutes ces choses-là, c'était d'éviter que BlackRock pose la retraite à 70 ans en France dans quelques années. Non, maintenant c'est plus simple de se dire de gauche, de se revêtir de l'héroïsme de Jean Jaurès en étant pro-guerre en Ukraine et en reprenant ses conneries. Oui, ils se sont bien rendus compte d'ailleurs qu'en matière de marketing, en matière de comportement d'achat psychologique, c'était beaucoup plus simple pour quelqu'un qui voulait signaler sa vertu ostentatoire de mettre un petit drapeau ukrainien et de saluer cette cérémonie starbée plutôt que de reprendre le flambeau de Jean Jaurès. Évidemment. Mais bon, maintenant, une certaine gauche, c'est devenu ça. Je dis bien une certaine parce que même Jean-Luc Mélenchon a communiqué en disant non, ça va pas. Jean-Luc Mélenchon, le dernier leader de la gauche en France, il a dit non, ça ne va pas. Évidemment qu'on a le droit de blasphémer en France, mais pas avec les pouvoirs publics. Et pas pour la cérémonie des JO qui se déroule tous les 4 ans et tous les 100 ans en France, non. Non, certainement pas. La cérémonie des JO doit être quelque chose d'universel. Vraiment de transcendant, d'unificateur. Mais là, on a ce petit microcosme qu'il a piraté pour essayer de se dire comment je vais essayer d'insulter et d'humilier un maximum de gens et de montrer ma supériorité sur tous ces gueux. Comment je vais pouvoir faire que cette cérémonie soit à mon sujet, en bon narcissique? Comment je vais pouvoir faire en sorte que cette cérémonie soit pour moi, même si elle est
pour le sport transcendant, pour les 5 continents. Comment je vais faire en sorte, moi, petit microcosme parisien déliquescent, comment je vais faire en sorte qu'elle soit à propos de moi? Et ça, c'est l'abomination qui n'a échappé à personne, en fait, dans cette cérémonie. Alors certains ont dit que c'était les Jeux Olympiques, oui, c'était l'Eurovision, entre les femmes à barbe, etc. On voit bien, c'est cet esprit Eurovision. Et à la limite, pour l'Eurovision, c'est déjà trop, mais alors pour les Jeux Olympiques, c'est vraiment un cran au-dessus. Et c'est pas un hasard, parce que l'Eurovision a déjà une réputation, en effet, de déliquescence, de décadence particulièrement sombre. Je vous prends bien sûr l'exemple le plus traître, qui est le producteur exécutif de l'Eurovision de Lausanne, où il y a le Comité international olympique aujourd'hui, hein, Raymond Zumsteg, en 1989. Et ben Raymond Zumsteg, au cadre de la RTS, est le pédophile de la RTS le plus condamné, qui a été condamné le plus lourdement. On parle de quelqu'un qui a organisé l'Eurovision, qui est resté à la RTS, la radio-télévision suisse romande, pendant des décennies, et qui violait sa fille de 4 ans à 8 ans, et qui est tombé pour ça. La RTS dément encore aujourd'hui, bien entendu, qu'il y ait eu la moindre affaire pédophile chez elle. Elle a tout passé sous le tapis, et ce Raymond Zumsteg, vous trouverez même pas une photo de lui sur Internet. Même pas une. D'ailleurs, je vous mets au défi de trouver des articles qui parlent de l'affaire des pédophiles de la RTS, à part l'article que j'ai écrit dans François avec Xavier Azalbert. Donc là, vous voyez bien vraiment l'idée, c'est-à-dire la déliquescence de l'Eurovision, qui n'est pas une légende, j'insiste, quand vous avez un producteur exécutif qui est pédophile. Ah, j'oubliais de vous dire, pour la RTS, c'était pas un cas isolé, vous avez eu Patrick Allenbach, 30 ans journaliste à la RTS, condamné pour crimes sexuels sur mineurs, Walter Bertsky, contributeur 18 ans à la radio suisse romande, condamné pour contrainte sexuelle sur mineurs sous mandat d'arrêt international encore aujourd'hui en cavale à Haïti. Raymond Zumsteg, je vous en ai parlé. Vous avez aussi un mec qui s'appelait Thierry Catherine, rien à voir, qui aujourd'hui travaille pour France Bleu Champagne. Oui, il est en France. Et un certain Roland B. Dans tous les cas, ça disait tout le monde savait à la RTS. Évidemment, pourquoi je vous en parle? Parce que à une époque où là, on a voulu humilier les chrétiens tout récemment, heureusement c'est passé maintenant inaperçu, on a tenté une character assassination sur l'abbé Pierre, mais qui était pitoyable. D'ailleurs, n'importe quel journaliste d'investigation a pu démontrer que c'était pitoyable. Enfin, je veux dire, les faits incriminants, c'était, mon Dieu, quand on lui a pris le bras, il a peut-être tenté de frôler un sein. Je ne plaisante pas, hein. Le type était vieux, l'abbé Pierre n'avait plus de dents depuis les années 60. On lui a pris le bras, il a peut-être tenté de frôler un sein. Ça, c'était la tentative de character assassination sur l'abbé Pierre, à laquelle Emmaüs a immédiatement réagi et en a fait des caisses absolues. Cependant, qu'à Paris, quand vous aviez la pédophilie de Matzneff et d'Imbert, on disait absolument rien. Et encore aujourd'hui, on en a un peu parlé, mais bon, ils sont quasiment déjà absous et réhabilités. Je vous parle même pas de Pierre Berger à l'époque où il possédait des parts du Monde, où là on était quand même sur des choses beaucoup plus graves et pénalement répréhensibles à l'échelle internationale, à l'échelle d'Interpol. Bon, c'est dans ce marasme et ce climat de ce microcosme parisien qui d'une part est déliquescent, mais en plus n'a même pas le mérite d'être innovant. Je voudrais vraiment leur adresser ça, parce que je pense qu'ils croient être à l'avant-garde. Vous avez cette espèce de, là aussi, de corruption du marxisme-léninisme, c'est-à-dire que dans le marxisme-léninisme, vous avez vraiment cette idée qu'il doit y avoir une avant-garde révolutionnaire qui va mener le monde. Et puis quand la révolution, c'est plus d'éviter qu'il y ait la retraite à 70 ans, c'est plus d'éviter que vous ayez le travail des enfants, ou le trafic d'organes, ou la pédophilie justement, mais que ça devient le wokisme, c'est quand même plus facile d'être révolutionnaire woke que d'être révolutionnaire contre le grand capital qui impose la retraite à 70 ans dans toute l'Europe, avec Ursula von der Leyen récemment reconduite. Eh bien, dans ce cas-là, votre avant-garde, elle est différente. Vous avez vraiment la notion, l'idée, l'illusion d'être à l'avant-garde, mais votre avant-garde, c'est ça. Tout simplement tout nu. Ben, c'est quoi fondamentalement cette avant-garde? C'est Héliogabale. Mais les Romains ont fait ça bien avant vous, bande de crétins. Je sais que vous n'avez plus de culture, je sais qu'entre 2 traces de coke, avant le petit déjeuner, vous avez complètement oublié ce qu'était l'histoire du monde, puisque vous avez déjà voulu oublier ce qu'était l'histoire de France. Et que vous avez même dit, pour certains, qu'il n'y avait pas d'histoire de France. Il n'y en avait pas. D'où la honte pour les Chinois, pour les Russes, pour les Brésiliens, qui voyaient encore la France comme une référence culturelle à l'international, et qui aujourd'hui la voient dire non, on n'a pas d'histoire, rien, nos cathédrales brûlent, Rouen, Notre-Dame, on s'en fout de notre patrimoine, on n'en a pas, d'après nous le déluge. Bon, les Romains ont fait ça avant vous, bande de crétins. Et vous croyez vraiment être subversif et remarquable. Mais Héliogabale, empereur de Rome, ouvertement homosexuel, qui donnait des postes homosexuels passifs, j'insiste parce que pour la Rome antique,
il y avait vraiment une différence. C'est-à-dire que si vous étiez donneur, il y avait un côté classe, parce que religion très patriarcale, société très patriarcale. Et donc, voilà, si vous étiez donneur, il y avait un côté dominant, etc. Si vous étiez receveur, c'était plus compliqué. Eh bien, Héliogabale, il donnait des postes aux Romains les plus membrés. Et il faisait ça, même il se déguisait en prostituée, et il proposait ses services dans la rue. Donc, l'humanité a déjà vécu ça. Vous croyez être à l'avant-garde de quoi? Mais entre Héliogabale, Néron, auquel vous faites beaucoup penser d'ailleurs, Caracalla, Caligula, Commode, mais l'humanité a déjà connu ça. Vous croyez être à l'avant-garde, vous nous ramenez 2000 ans en arrière. Et encore une fois, vos petits délires pipi-caca ne sont rien à côté de ce que faisaient déjà les Romains, et en particulier à côté de ce que faisait Héliogabale, qui était vraiment, lui, l'empereur romain le plus excité sexuellement qui soit, à faire les plus grosses dingueries, ok? Ça a déjà été fait. Relisez votre histoire, il n'y a aucune forme d'avant-garde à ça. Absolument aucune. Je sais que c'est facile pour vous de croire, vraiment de vous arguer d'avant-garde, de vous dire, bon, allez, il y a tous ces gueux, ces gilets jaunes, ces endroits où il n'y a pas le wifi, comme on dit certains commentateurs, enfin, il y a tous cette gentry vulgaire, et puis nous, on est au-dessus. Nous, on est l'élite. On doit les évangéliser, ces crevards. Et donc, on doit leur montrer le chemin. Bon. D'où réflexion sur l'art public. Parce que, qu'est-ce que c'est que l'art public? C'est un cadeau au peuple. Et là aussi, les Romains l'avaient compris, les grands empereurs. Auguste, qui avait dit « J'ai trouvé une Rome de briques, j'ai laissé une Rome de marbre ». Auguste, qui a initié le Panthéon, qui sera fini sous Trajan et Adrien, par un architecte arabe, d'ailleurs. Oui, déjà, il y avait de la diversité à l'époque, qu'est-ce que vous croyez? Apollodore de Damas, architecte arabe, vu comme arabe, pas les Romains, a érigé le Panthéon, qui est le premier dôme de la chrétienté, et qui est une église superbe, et oui, le beau, même un peu en ruine, même avec le travertin qui est tombé, ou qui a été enlevé, même avec son frontispice qui a été enlevé par les Barberini, et oui, Barberini aussi décadent que vous en faites pas déjà à l'époque, on disait, ce que les barbares n'ont pas su faire, les Barberini l'ont fait. Oui, le frontispice du Panthéon a été pris par les Barberini. Cette merveille qu'est le Panthéon, qui a inspiré la cathédrale de Florence, qui a inspiré Renzo Piano, qui a inspiré tant de gens, eh bien, elle a déjà été construite, érigée par des empereurs romains pour le peuple, par la diversité opérationnelle de l'époque, puisque Rome était un empire, il était donc divers. Vous croyez avoir inventé quoi? Bande d'imbéciles. Les monuments publics, c'était des cadeaux au peuple. Des cadeaux qui devaient être universellement beaux et utiles comme les termes. Voilà ce que c'était que les monuments publics. Le Colisée, aujourd'hui, un monument pratique, remarquable. On croit que c'est le Corbusier qui a inventé le fonctionnalisme, mais pas du tout. Les Romains l'avaient parfaitement maîtrisé, le fonctionnalisme, entre les insulés et donc ces stades incroyables qui pouvaient se vider et se remplir en quelques minutes. Donc vous n'avez vraiment rien inventé, c'est ça le plus pitoyable en fait. C'est que vous croyez être à l'avant-garde de quelque chose, alors qu'en fait, tout ce qui est décadent, vous n'avez même pas atteint le quart de ce que faisaient les Romains. Peut-être même le 10e. Et oui, à l'époque où ils mangeaient des langues de flamant rose, oui, c'était une recette qui existait vraiment, des langues de flamant rose en se faisant vomir à l'époque des orgies romaines, à l'époque où même donc l'empereur de Rome, Héliogabale, se prostituait dans la rue. Vous n'avez rien fait. Rien du tout. Rien. Et c'est peut-être le plus pathétique en fait. C'est que tout ça pour ça. Donc, revenons aux grands empereurs. Adrien, Trajan, Auguste, qui eux, quand ils faisaient des travaux publics, c'était vraiment comme récompense pour le peuple. Parce qu'autrement, à Rome, il y avait secessio plebis, le peuple pouvait faire grève. Quitter la ville, plus rien ne fonctionnait. Marx n'était pas encore là, on n'appelait pas ça une grève générale, mais secessio plebis, la ville s'arrêtait. Et le peuple décidait de faire sécession de ses élites parce qu'il considérait qu'elles étaient trop décadentes. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Et c'est ce que vous avez vu, en fait, secessio plebis. Vous avez vu une situation où le peuple n'adhérait pas à vos conneries. Et c'est le peuple monde, puisqu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a des communautés en ligne. Donc c'est le peuple monde qui vous a vu et qui a dit « nous n'avons rien à voir avec ça ». Donc vous avez la société américaine Ceasefire qui s'est détachée des JO, qui a dit « on veut rien avoir avec ça, nous on enlève notre sponsoring ». Vous avez donc
Madame Iaccarino, la patronne de X, mais vous avez d'autres personnalités aux États-Unis, personnalités publiques ou élues, qui ont dit on ne peut pas laisser le christianisme être insulté de la sorte. Encore une fois, vous avez tout à fait le droit de blasphème en France, absolument. Mais ce n'est pas un devoir de l'État. Et mélanger les deux, dire parce qu'il existe un droit de blasphème en France, le devoir de l'État doit être de blasphémer, ça c'est une honte. Et une honte absolue. Parce que Charlie Hebdo existe, parce que la mentalité pipi-caca de 68 existe quelque part et est autorisée en France, l'État doit en être le porte-flambeau. Non. Absolument pas. Non. Donc d'une part, l'exemple des Romains nous rappelle bien ce que doit être l'art public, qui est un art appliqué, comme d'ailleurs la scénographie pour les Jeux Olympiques est un art appliqué. Il ne faut jamais oublier cette dimension appliquée. Ce n'est pas l'art pour l'art, ce n'est pas le moment de tenter une avant-garde choquante, etc. Et puis c'est pas la première fois qu'on essaie de choquer les chrétiens. Je rappelle le complètement délirant Peace Christ, où on avait affiché donc le Christ sur la croix dans une bassine d'urine. Bon. Alors vous connaissez mon opinion là-dessus, hein. Pour moi ce pipi caca appartient aux personnes qui le créent, il ne peut en aucun cas toucher les chrétiens et ne peut en aucun cas toucher les musulmans. Quand on prétend caricaturer Mohamed donc, parce que en effet Mahomet, la prononciation pour les arabes est déjà un petit peu clivante, eh bien c'est une représentation, ceci n'est pas une pipe, ça ne me concerne pas. Votre pipi caca, votre phase anale, ça ne me concerne pas. Vous espérez me faire réagir comme un pauvre gamin voudrait absolument afficher son dessin merdique sur un frigo. Bon, le frigo de mon intellect et le frigo de mon âme, vous ne l'aurez pas, c'est tout. Vous ne pourrez rien afficher dessus, c'est vous que vous affichez, c'est vous que ça regarde. Fi donc, vous ne méritez que du mépris, c'est tout. Mais bon, quand c'est la République qui le fait, là c'est autre chose. Quand c'est de l'art quelque part, machin, ou des caricatures dans des journaux, bon, ça les regarde. Mais quand c'est la République qui le fait, quand c'est le peuple souverain, dont on demande, on ne le demande pas d'ailleurs, l'aval pour publier ces conneries, stop. Là, il faut être intraitable, et c'est pour ça que je vous recommande d'aller voir la vidéo du frère Paul Adrien, parce qu'elle mérite vraiment d'être vue. Là, stop. Là, on parle de la souveraineté populaire, on parle du peuple français qui est encore souverain dans son propre pays, qui a des racines chrétiennes évidentes, que vous le vouliez ou non. L'interprétation de la laïcité, maintenant. Eh bien, je vois encore aujourd'hui que même des profs ne la comprennent pas. La laïcité, c'est l'impartialité vis-à-vis de toutes les religions de la part de l'État. Il n'y a pas de religion d'État. L'État français ne favorise pas la religion chrétienne, bien, en effet, la France a des racines chrétiennes absolument évidentes, et les plus grandes beautés de l'histoire de France ont été érigées, peintes, chantées au nom du christianisme, que ce soit Claudel, Victor Hugo ou Léonard de Vinci. Au bout d'un moment, Léonard de Vinci qui était homosexuel aussi, encore une fois, vous n'avez rien inventé, vous en faites pas. Il n'y avait pas le moindre souci, je ne parle pas non plus des mignons des rois de France. Donc, n'allez pas non plus vous croire à une avant-garde si spectaculaire, je ne vous parle même pas des fêtes galantes, aka orgies, de l'Ancien Régime, dont Talleyrand nous vantait les mérites avant la Révolution. Donc, tout ça, je veux dire... Et d'ailleurs, on l'a vu, cette comparaison entre cette mise en scène et puis The Hunger Games, avec les perruques déliquescentes, dépoudrées, qui évoquaient bien sûr le XVIIIe siècle français. Donc bon, vu, revu, rien de nouveau sous le soleil. J'insiste, ce qui est pathétique, c'est que vous n'êtes même pas à l'avant-garde, de quoi que ce soit. Mais on a le droit d'être à l'avant-garde, cependant, la vraie. Gustave Eiffel. Ah là oui, un monument clivant pour l'exposition universelle. Bah vous savez quoi, petit cuistre que vous êtes, il l'a payé lui-même. Pour être à l'avant-garde, il faut avoir du skin in the game. Il faut jouer sa peau. Quand vous êtes Gustave Eiffel et que vous dites « Oui, je vais faire un monument de fer qui va trôner sur Paris et qui va porter son ombre et qui sera le plus haut bâtiment du monde. Et je vais ériger cela. Et je vais choquer Monsieur Garnier. » Garnier qui avait utilisé du fer dans son opéra, mais qui l'avait caché parce qu'à l'époque, l'esthétique néo-baroque du Second Empire préférait que l'on dissimulât ce fer. Ok. Bah Garnier a attaqué Eiffel, Maupassant a attaqué Eiffel, tout le monde a attaqué Eiffel. Il était à l'avant-garde, oui. Héroïque. Il a tout payé lui-même. Le salon des refusés, les impressionnistes. Le salon des refusés. Eh ben, c'est même Napoléon III qui a dit « Je ne crois pas trop mes courtisans, mes imbéciles proches de moi, là, peut-être qu'ils se trompent. Quand ils rejettent encore et encore et encore ces peintres, peut-être qu'ils se trompent. » Et là, vous avez eu Courbet, vous avez eu Manet, et ensuite, après l'expressionnisme, vous avez eu l'impressionnisme. Ça, c'est être à l'avant-garde. Rodin,
On l'a accusé toute sa carrière d'avoir moulé son premier modèle. Et oui, l'Âge des Reins, cette superbe sculpture qu'il a rendue célèbre et du coup infamous, comme on dirait aujourd'hui. L'Âge des Reins, impeccable. Des tailles parfaites, très lisses, basé vraiment sur Michel-Ange, qui était l'idole absolue de Rodin. Eh bien, l'Âge des Reins, on l'a accusé d'avoir moulé son modèle, ça lui a pourri toute sa vie. On lui a dit, ça l'a poursuivi jusqu'à sa mort. Vous aviez une petite presse déliquescente déjà à l'époque, la même qui poursuivra Dreyfus, hein, même esprit, eh bien, qui disait, oui, il a moulé son modèle, c'était entièrement faux, il avait publié les photos de son modèle, ça prouvait bien qu'il n'avait pas été moulé. Mais grâce à ça, Rodin a créé son style brut, avec un modelé bien visible, avec la trace des doigts, qui collait parfaitement à l'époque impressionniste, parce qu'il voulait montrer à tous ces crétins de la presse poubelle de l'époque qu'il n'avait jamais moulé son modèle. Et c'est comme ça qu'il a eu aussi la commande publique des Portes de l'Enfer. Et c'est sur cette commande publique des Portes de l'Enfer que vous avez les Trois Ombres, l'homme qui marche, bien sûr le penseur, parce que le penseur c'est Dante, on voit même la trace du bonnet de Dante. Le penseur c'est le philosophe normalement, mais c'est Dante qui est au-dessus et qui médite sur les Portes de l'Enfer. Donc oui, on peut être à l'avant-garde. Par exemple, quand Rodin fait le Balzac est un monument public. Là, vous êtes à la limite. Il fait quelque chose qui choque ses contemporains. Mais a rien à voir avec ce qui a été fait maintenant. La posture juste du Balzac et sa représentation échevelée, parce que Balzac écrivait dans une bure de moine, et il buvait plein de café, c'est ça qui va le tuer d'ailleurs, il buvait 2-3 cafetières, et il bossait comme un cinglé, il était criblé de dettes en plus de ça. Eh bien, cette représentation échevelée, loin du néoclassicisme, avait choqué. Comme la bibliothèque Sainte-Geneviève avait choqué, avec, là aussi, ces petits points de fer apparents, puisqu'elle utilise une charpente métallique. Donc vous pouvez saupoudrer d'avant-garde, mais ça, c'est la vraie avant-garde. Essayez de refaire un Héliogabal 2.0 sans aucun mérite, sans aucun travail, sans aucun skin in the game, puisque vous ne l'avez pas payé vous-même. C'est juste de la connerie matinée de décadence. Et c'est pitoyable, encore une fois, que vous croyez à l'avant-garde. Et les gens éduqués, de leur province où vous pensez qu'ils sont des gueux, mais vous voient, vous, comme cette boîte de pétri, de cellules souches totipotentes. Et totipotente, c'est beau, ça veut dire tout de même que vous auriez pu tout être, que vous auriez pu tout faire, et que vous avez choisi de faire ça. Et c'est peut-être ça le plus grave, d'avoir pu tout faire, d'être l'empereur de Rome, Néron, Caracalla, Caligula, et de faire ça, et d'être commode. D'être Néron, de mourir suicidé après avoir tué sa propre mère. Enfin, c'est laid. C'est laid et ça vous ressemble. Mais n'embarquez pas le peuple français là-dedans. Parce que le peuple français, il n'est pas laid comme vous. Et il ne célèbre pas la laideur comme vous. Alors oui, les petits wannabes qui veulent se prétendre cultivés, bon, eux, ils font ce qu'ils veulent, ils ont un libre arbitre. Mais je voudrais tout de même leur rappeler un petit peu quelques éléments très marxistes. Et je vais citer un grand penseur marxiste que vous sous-estimez à notre époque, qui est Warren Buffett. Il n'est pas plus marxiste que lui. Et oui, il est plein aux as, il est capitaliste, il n'est pas plus marxiste que lui. C'est quelqu'un d'extrêmement matérialiste. Et il a une approche de la conduite des choses qui ne peut pas être plus marxiste. Il vous dit, déjà, la lutte des classes existe et c'est ma classe qui la gagne. Donc là, on va être très clair. Mais surtout, et il a raison d'ailleurs, et c'est de la preuve, puisque bon, cette classe, alors Warren Buffett est un contre-exemple parce qu'il est très stoïque, mais le reste, bon, c'est cette classe déliquescente dont on voit bien que ces milliards l'encombrent. Mais Warren Buffett disait, montrez-moi l'incitation, je vous montrerai le résultat. Montrez-moi l'incitation, je vous montrerai le résultat. Le wannabe de base, le hipster, qui est très content de se sentir supérieur quand il va voir une installation au centre Pompidou et qu'il dit à un pauvre pégu de la campagne qui est à Paris pour quelque temps, mais non, tu reconnais pas, c'est de l'art, c'est beau, c'est superbe, c'est avant-gardiste, frisson dans le dos, cascade graphique. Il ne sait pas quelles sont les institutions de ce business qu'est l'art. S'il savait qu'aujourd'hui, on fait de l'art pour les musées, alors qu'avant, on faisait des musées pour l'art. Le musée, là où il y a les muses. Et oui, avant, on construisait des musées pour protéger les œuvres d'art qu'on avait prélevées, bon, souvent volées. Et puis aujourd'hui, on fait des œuvres d'art pour les musées parce que c'est un business, ça permet de défiscaliser. J'en ai parlé dans une autre vidéo, mais je vous redonne l'élément de base. L'art contemporain aujourd'hui est un marché qui est inférieur à la tomate dans le monde. Or, l'art contemporain est peut-être le meilleur moyen de blanchir de la fraude fiscale légalement. Au monde, peut-être le meilleur, en particulier aux États-Unis. Exemple, vous êtes un milliardaire de la Nouvelle-Orléans. Vous avez une collection de Roy Lichtenstein. On va prendre un vrai artiste. Eh bien, vous donnez une œuvre ou deux œuvres de Roy Lichtenstein à l'université locale. Et ça, c'est déduit de vos impôts. Mais avant de le faire, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez, évidemment, payer une chaire
au professeur Smith, au professeur John et au professeur Shapiro pour qu'ils disent en chœur, et ce sont des académiques qui diront ce qu'on leur dit de dire, il n'y a pas de problème quand on les paye, vous savez, je peux vous garantir qu'une étude récente démontre que les universitaires sont d'accord avec les gens qui les payent. Eh bien donc vous prenez le professeur Smith, le professeur John, le professeur Shapiro, et vous leur donnez une belle chaire plus des doctorats à chacun, et vous leur demandez s'il vous plaît, soyez gentil d'écrire que Roy Lichtenstein était en fait très sous-estimé, que c'était un artiste encore meilleur que ce qu'on a dit. Du coup, vous allez bien sûr dire à mon agent d'assurance que les œuvres que je donne à cette université valent 2 millions, alors qu'en fait elles ne valent peut-être que 100 000. Et du coup, j'enlève 2 millions de mes impôts. Mais c'est pas fini. Ma collection, puisque le professeur Smith, le professeur John et les professeurs Shapiro ont écrit en chœur que Roy Lichtenstein avait été sous-estimé, ma collection a fait x10, donc je viens de gagner de l'argent en payant moins d'impôts. Et en plus, j'ai une aile à mon nom, puisque je suis un bienfaiteur de l'université. Mes enfants pourront étudier dans cette université sans en avoir les qualités académiques. C'est ça, l'art contemporain. Bande de hipsters à la con. Si seulement vous saviez. Si seulement vous saviez, au lieu de vous parer de « Oh, j'ai vu du pigment bleu par terre, c'est une installation absolument fascinante et tellement radicale, et je vais la photographier rapidement avec mon Sony Alpha pour bien montrer que je suis quelqu'un de cultivé. » Là aussi, on est dans le roi est nu, en fait. Un enfant peut voir que c'est de la merde, que c'est du non-art, mais vous avez derrière tout un business. Vous ajoutez à ça, bien sûr, qu'une fois que vous êtes capable de faire la couverture, votre investissement sur un artiste, il explose. Et là aussi, vous n'avez pas d'impôt à payer sur les plus-values que vous allez faire sur ces œuvres d'art si vous vous démerdez bien. C'est merveilleux. Et j'ajoute à ça que la mafia même le sait. La mafia italienne, elle le sait. Aujourd'hui, à la Biennale de Venise, vous avez des pavillons qui peuvent appartenir à des, soi-disant, à des pays d'Afrique qui en fait sont utilisés, payés, on paye des chefs d'État africains. On leur dit, écoutez, je sais bien que dans votre pays, vous vous en foutez complètement d'avoir un pavillon à la Biennale. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez me donner le droit de mettre un pavillon au nom de votre pays, je vous paye, et comme ça, il y a un prestige autour de mon artiste, mon protégé, et je vais pouvoir faire des fortunes légales et nettes d'impôts. Voilà. Encore une fois, si le débile moyen qui se croit avant-gardiste ou le wannabe qui essaie de protéger tout ce monde, qui affiche donc un plug anal, oui, c'était très phallique, c'est ça, encore une fois la gauche pipi caca, quoi. Un plug anal place Vendôme, un gros god rose à Bâle, enfin, on voit vraiment l'idée, quoi. Mais ça rapporte, c'est pas seulement que ça humilie les gens, c'est pas seulement que ça les démoralise, c'est pas seulement que ça les ridiculise, ça rapporte énormément d'argent, parce que votre œuvre d'art consacrée par l'État vaut beaucoup plus cher. Elle a un tampon républicain sur elle. Ça vaut de l'or. Eh bien, seule une analyse marxiste peut vous permettre, en l'occurrence, de revenir, là, d'avoir les pieds sur terre, de voir les incitations, de voir le comportement, de voir l'aspect matériel des choses. Et pourtant, croyez-moi, je ne suis pas marxiste moi-même et je ne suis pas un grand admirateur de Marx. Ce en parlant de quoi ? Beaucoup vous diront Picasso, bah oui, avant-gardiste, tout ça, une époque où il était impressionné avec Duchamp par les camouflages des bateaux de guerre pendant la Première Guerre mondiale, et puis la Première Guerre mondiale a détruit l'art. Elle a été tellement horrible, absurde, qu'évidemment le théâtre qui en est sorti était un théâtre absurde, et évidemment l'écriture qui en est sortie était une écriture automatique, évidemment l'art qui en est sorti était un art atomiste et cubiste, évidemment. Et puis oui, Picasso était un salopard. Bon les gens qui disent ça, j'aimerais bien les voir canceller Marx, parce que Marx est 3 étages au-dessus en termes de saloperie dans l'histoire de sa vie, mais fermons cette parenthèse. Donc cette cérémonie des JO, en fait elle est parfaite. Je vous assure, elle est parfaite, elle a fait sortir le pu. Elle a permis de démontrer que oui, bien sûr, il y avait une espèce de rire narquois, anti-chrétien, sous-jacent, parfois revendiqué. Et là vient cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Alors, cette cérémonie, elle a un côté finalement assez amusant parce que c'est un merveilleux exemple, vraiment un exemple de comment on arrive à associer la laideur, le mauvais goût, la stupidité et surtout le mépris des autres dans une seule cérémonie. Vous avez certains qui déclaraient qu'il y avait une religion laïque, que la laïcité était une religion. C'est ce qu'avait dit Vincent Peillon, par exemple, dans une fameuse interview. Voilà, selon lui, son interprétation très très particulière de la laïcité, c'était qu'il doit y avoir une religion laïque.
Non, pas du tout. La laïcité, ce n'est pas ça. Oui, certains fêlés qui aiment s'arguer d'ésotérisme et qui en fait sont juste des gens perdus. C'est pas parce que quelqu'un a été initié en loge qu'il n'est pas perdu. Enfin, je veux dire, régulièrement, on le voit. Que ce soit des scandales comme la loge P2 ou la loge Athanor plus récemment, qui faisaient simplement des meurtres par des initiés, par des gens qui avaient été initiés en loge. Croyez pas une seule seconde que parce que des gens ont été initiés, d'un coup, ça devient des surhommes. Pas du tout. Absolument pas. Donc vous avez des gens qui du coup se croient tout-puissants parce qu'ils ont fréquenté certains cercles et ça les a empouvoirés, comme disent les Québécois. Et du coup, bah voilà, ils se mettent à se dire, c'est vraiment comme de la cocaïne, de toute façon le pouvoir, ça a cet effet grisant, quoi. Et après leur trace de coke, ils disent, oh, on va créer une religion laïque, vous allez voir, on va influencer le monde entier, etc. Bon. Ça retombe, ça finit en eau de boudin, ça finit vraiment en schéma pathétique. Derrière, vous avez eu bien sûr la coupure d'électricité. J'oubliais, Paris a été plongé dans le noir. Et puis, symbole très fort, seul le Sacré-Cœur est resté dans la lumière. Si ça vous en dit pas long sur l'époque. Voilà. C'est le dernier mot dont je pense qu'il résume le mieux et que j'ai déjà utilisé, mais qui est impeccablement adapté à la situation, c'est pathétique. Pathétique. Et il faut s'en détacher. Vous avez Néron qui dit « Mais quel grand artiste meurt avec moi ?» Normalement, vous vous rappelez quand même que les bâtisseurs de cathédrales ne laissaient pas leur nom sur leur œuvre. Rendez-vous compte de ça. Et quand Apollodore de Damas érige le Panthéon, il ne met pas son nom sur le Panthéon. Il met celui d'Agrippa. Agrippa fake it, il l'a fait. C'est quand même autre chose. Là, vous avez des gens qui mettent un point d'honneur à signer un étron fumant. Ah, ils sont très contents, très heureux. Et puis du coup, il y a ce copyright. Il y a ce DMC, Digital Millennial Copyright Act, DMCA, qui a été utilisé sur Twitter pour faire taire toute cette connerie. Bon, c'est du pathétique sur du pathétique sur du pathétique, c'est du pathétiqueception, si vous voulez. Parce que tout est pathétique dans ce délire. Absolument tout. C'est donc pathétique aussi quand vous avez cette sous-presse parisienne qui dit que c'était un gigantesque succès et qu'on s'en souviendra pendant des siècles, érigeant vraiment, bien sûr, bien haut la réputation d'arrogance française, qui est toujours notre problème à l'étranger. Enfin, vous, les Français, vous êtes arrogants, vous prétendez évangéliser le monde. On voit d'ailleurs une attitude totalement néocoloniale. Alors, les BRICS n'ont pas apprécié, parce que vraiment, c'est l'esprit Jules Ferry, quoi. C'est les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. C'est pathétique quand la Stampa nous dit que c'est un show idéologique et arrogant. Et croyez-moi, vous lisez peut-être pas la presse italienne, mais la Stampa, ce n'est pas un journal d'extrême droite, contrairement à ce qui a été dit. Un show idéologique et arrogant, c'est très bien résumé. Sous sécrétion du microcosme parisien. Quand la télévision algérienne a aussi vertement critiqué, bien sûr, la Hongrie et la Russie aussi, mais pas seulement eux. Et puis j'oubliais, le pavillon olympique a été hissé à l'envers. Donc quand on a hissé le pavillon des Jeux Olympiques, pensé, dessiné par Pierre de Coubertin, eh ben on l'a hissé à l'envers. Ce qui est au minimum, en signalétique, un signe de détresse. Ben là aussi, ça boucle bien. Pathétique quand vous avez le joueur du grenier qui déclare sur Twitter qu'il n'a pas regardé. Bah oui, c'est un pécor, il vit à Fougères, en Bretagne. Alors, c'est vulgaire tout ça. Mais il vous dit qu'en effet, c'était Hunger Games et il a tout à fait raison. Au fond, l'Empire romain, qu'est-ce que c'était ? C'était SPQR. Pour le Sénat et le peuple romain. Et quand les deux n'allaient plus ensemble, tout s'effondrait. Bah, ce SPQR, il est complètement brisé parce que le peuple, on s'en fout. Le populus, c'est des pécores. Et le populus mondial, c'est des pécores. Étonnez-vous que derrière cette idéologie immonde, vous ayez un transhumanisme sale. Vous ayez vraiment cette idée qu'il y a des inutiles qu'il va falloir assommer de drogue et de bêtises avant de les euthanasier. Et des gens l'ont dit de façon très claire. Étonnez-vous que quand on ait cette attitude-là, on en finisse, comme Caracalla ou comme Caligula, à massacrer 20 000 Égyptiens juste parce qu'ils ont fait une pièce qui moquait l'empereur. Étonnez-vous de ça. Et pathétique encore quand vous avez même le président de la Chambre des représentants aux États-Unis qui fait la déclaration suivante, Mike Johnson. La moquerie de la scène d'hier soir, donc oui, c'était bien la scène, toutes les preuves le démontrent. Ne vous laissez pas intimider par les terroristes intellectuels qui vous ont dit le contraire, mais vous voyez bien qu'ils font tout pour que ça passe. Ils tentent toujours pendant plusieurs jours et quand ils voient qu'ils ont perdu, ils repartent la queue entre les jambes en niant qu'ils aient dit quoi que ce soit d'autre. Exactement comme pour l'histoire de Trump. D'ailleurs, pour Trump, c'est très intéressant. Vous avez le FBI qui jusqu'au bout a tenté de pousser
cette fable de l'éclat de prompteur. Le FBI, du coup, Newsweek a titré, oui, ce titre a existé, Newsweek a osé faire ça, on est vraiment dans l'épitome de la presse poubelle. Newsweek a dit, finalement, Trump ne s'est pas fait tirer dessus, peut-être. Ils ont dit ça, sur la base du fait que le patron du FBI a dit oui, c'est peut-être un éclat de prompteur, alors que n'importe quel témoin pouvait voir que les prompteurs étaient encore en état après le discours de Trump. Donc c'était un mensonge et on débat. Cette tentative toujours sournoise de pisser dans votre poche et de vous dire qu'il pleut, ils vont toujours tenter. Donc là, pour la scène, c'était non, c'était le repas, le festin des dieux. Non, c'était la scène. On a toutes les preuves de ça. Que ce soit la DJ, ce qu'elle a posté, que ce soit France TV, que ce soit d'autres médias, bien sûr que c'était la scène. Donc, Mike Johnson. La moquerie de la scène d'hier soir a été choquante et insultante pour les chrétiens du monde entier qui ont assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. La guerre contre notre foi et nos valeurs traditionnelles ne connaît aujourd'hui aucune limite. Mais nous savons que la liberté et la vertu prévaudront toujours. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincu. Jean, livre 1, verset 5. Donc, pathétique quand même, mais c'est bien, parce que ça crée un retour de bâton. Enfin, vous avez un point de basculement. Il y a encore 10-15 ans, vous pouviez avoir ces espèces de conneries comme le Peace Christ, et ça bougeait peu. Maintenant, c'est un shitstorm mondial, et les crétins qui en sont à l'origine avec notre argent doivent au minimum un peu s'expliquer et en subissent au minimum un peu les conséquences, et c'est une excellente chose. De plus, les spiritualités s'organisent, la laïcité est rappelée dans ce qu'elle est, la protection du libre exercice de toute spiritualité non sectaire. Ce qui aujourd'hui d'ailleurs va commencer à poser des questions quand on voit certaines dérives de la Macronie, mais je ferme cette parenthèse. Et puis l'autre leçon de ces JO, qui n'avait pas été suffisamment potassée. Pourtant, quand on avait vu Disney, quand on avait vu Budweiser, Anheuser-Busch, les plus grands vendeurs de bière au monde avec Heineken, qui avait fait Bud Light avec le transsexuel Dylan Mulvaney, ça a insulté un peu leur audience, la fameuse publicité Gillette, qui essayait d'insulter tous les hommes qui se rasaient. Eh bien, go woke, go broke. Ça sautait aux yeux, c'est ce qui s'est passé pour les JO. D'où Ceasefire qui se casse, et d'où ce shitstorm mondial qui aujourd'hui... évidemment, dissimule les vraies performances athlétiques. Alors, je ne vous parle même pas du fait que dans cette... Parce qu'on parlait de dérive sectaire. La scène, la fameuse, où se sont baignés Oudéa Castéra et Hidalgo, pas Macron, il est pas con. Il a été révélé que quand Hidalgo s'est baigné, l'eau n'était pas saine. Alors, là, je peux vous en parler 5 minutes, parce que j'ai vécu dans des villes où on peut se baigner. À Berne, par exemple, vous pouvez vous baigner dans l'Ar. Elle est magnifique, couleur mentalo, c'est un fleuve propre. Vous pouvez vous baigner dedans. À Zurich, vous pouvez vous baigner dans le lac. À Prague, on pourrait se baigner dans la Vltava, dans la Moldau, mais les gens préfèrent pas. Donc ça, c'est des villes que j'ai connues toutes. Et leur eau est bien plus propre qu'à Paris. Et le cas de Prague est marquant parce que les Pragois se baignent pas dans la Vltava. Et pourtant, elle est nettement meilleure que la Seine, mais de très loin. Ils font du pédalo, juste. Donc voilà, il a été réveillé qu'après 1,4 milliard, pas pour les JO, juste pour la Seine, 1,4 milliard. C'est le prix d'entre 10 et 5 hôpitaux régionaux équipés, pour que vous vous fassiez une idée. Et bien après 1,4 milliard, non, en fait, l'entraînement pour les épreuves olympiques a dû être repoussé parce qu'il y avait encore trop de matière fécale dans la Seine. Et tous les crétins que vous voyez avec un masque pendant le Covid ont été ravis de se jeter dans la Seine parce qu'ils avaient vu la chef quasiment de leur secte se jeter dedans, donc évidemment, sans chercher à réfléchir et sans utiliser leur bon sens paysan, qui évidemment n'existe plus à Paris, se sont jetés dans cette eau très suspecte. Go woke, go broke. Et c'est bien ce qu'a révélé cette cérémonie. Mais en fait, j'insiste, ils croyaient être avant-gardistes. En fait, c'était juste une autofellation entre élites décadentes. C'est tout, sans talent et un narcissisme qui a tenté de convier 2 milliards de témoins à sa partie débile. Et c'est à l'image de la cérémonie avec Ariel Dombal dans sa robe. Là. Enfin, c'est Ariel Dombal qui n'était là que parce qu'elle est la compagne de Bernard-Henri Lévy. Donc on est dans l'entre-soi, dans l'absence totale de méritocratie. Et c'est vraiment du Néron, quel grand poète meurt avec moi. Au final, Paris 2024 s'est excusé auprès du Comité international olympique. Retenez que sans la vigilance citoyenne, et sans X en particulier, qui a surveillé tout ça, et que Thierry Breton, qui fait partie de ce microcosme, veut interdire, on n'aurait pas eu cette information, et les wannabes auraient gagné en disant que oui, c'était simplement le festin des dieux, et qu'on était tous trop cons pour comprendre à quel point cette élite illuminée nous mène à l'avant-garde du monde. Vive le journalisme citoyen, vraiment, parce que sans lui,
on serait encore dans les ténèbres.